Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir à Créteil. Dans ma circonscription, je suis très contente d'accueillir Jean-Luc Mélenchon pour cette conférence. Je commence d'entrée de jeu dans le dur pour que vous compreniez. Je commence par citer Trotsky, qui disait « Le caractère ». Comme ça, on n'est pas perdu. Trotsky disait « Le caractère révolutionnaire d'un parti peut être jugé avant tout par sa capacité à attirer sous son drapeau la jeunesse ouvrière. » Moi, je dis qu'aujourd'hui, la jeunesse populaire sait où est la force. Et vraiment, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir. Je veux dire aussi, pour commencer, juste en quelques mots, mais c'est très important, merci aux militants qui ont collé, qui ont tracté, qui ont informé. On a rempli cet amphi en 5 jours. Donc merci à eux. Et désolé pour les gens qui sont restés à l'extérieur. Je veux dire aussi merci évidemment aux équipes techniques qui nous permettent que ce soit vu à distance. Et puis aux services d'ordre, on ne les oublie pas, surtout dans la période, qui font un super travail pour que tout se passe bien. Alors ça fait un moment qu'on a commencé la tournée des facs et c'est très bien de recevoir Jean-Luc ici ce soir. C'est particulièrement important, particulièrement symbolique dans un moment où c'est difficile de faire de la politique dans les lieux étudiants. Et vous avez notamment vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines à Sciences Po. Et je veux dire un mot de ça parce que c'est grave. Depuis des mois, à Sciences Po, il y a des étudiants qui se mobilisent pour appeler à la paix à Gaza. Et ils ont décidé d'occuper un amphi pendant 1 journée parce que la direction ne faisait rien et qu'ils voulaient rendre hommage aux 30 000 personnes qui sont mortes à Gaza sous les bombes de Netanyahou. Et je veux leur dire bravo et gloire à elles et gloire à eux pour leur mobilisation. C'est une mobilisation qui doit être l'affaire de tous et toutes. Il y a 12 000 enfants qui sont morts sous les bombes de Netanyahou. C'est plus que tous les conflits sur la planète ces 4 dernières années. Il y a 600 000 enfants qui n'ont plus de maison. Je veux juste vous lire les mots de Salma, qui est une petite fille de 10 ans qui vit dans une tente depuis plusieurs mois et qui a dit à la télévision « Chaque nuit quand je dors, je rêve de me réveiller et de découvrir que la guerre est finie parce que c'est un cauchemar ce qu'on vit. » Il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ne trouvent plus le sommeil, comme leurs parents ne trouvent plus de médicaments, de nourriture. Et ici, les étudiants, mais pas seulement, plein de militants se mobilisent pour que ce cauchemar se termine. Je veux vraiment vous dire, vous avez raison de le faire et de tenir bon. Vous avez vu la polémique à Sciences Po. Elle a été lancée par une fake news de l'extrême droite qui a été abondamment relayée, avec M. Attal, le Premier ministre, qui visiblement n'avait rien d'autre à faire et qui s'est rué là-dessus à grand renfort de médias. Et je veux saluer aussi les personnels, les enseignants, les chercheurs qui sont montés au créneau pour dénoncer ce qui est une attaque purement politicienne. Et je veux leur dire que ceux qui s'en prennent à la liberté universitaire doivent prendre garde parce que c'est comme ça que mai 68 a commencé. Ils ont un objectif, ils veulent discréditer le mouvement de solidarité immense, notamment dans la jeunesse. Et je veux dire aussi que c'est notre camp qui porte depuis toujours la lutte contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme. Et face à la guerre, face au silence honteux, face à l'inaction complice des lâches, nous demandons et nous continuerons de demander un cessez-le-feu immédiat. Nous pouvons et nous devons faire plus. La France doit demander un embargo sur les livraisons d'armes à Netanyahou. L'Union européenne doit rompre son accord d'association avec Israël. Nous avons déjà fait voter au Parlement européen, grâce à Manon Aubry, grâce à la mobilisation des eurodéputés insoumis, un amendement pour le cessez-le-feu. Et on va continuer. Et on va continuer notamment avec Rima Hassan, dont je redis notre fierté collective, qu'elle soit sur notre liste, qu'elle s'engage avec nous dans cette campagne. Et je veux dire aussi le dégoût
que m'inspirent les médias et les politiciens immondes qui tentent de la salir. Vous êtes la jeunesse mobilisée, vous avez raison de le faire, vous êtes la pointe avancée du combat pour la paix, contre les obscurantistes, contre les criminels, bravo à vous. Vous êtes mobilisés dans l'adversité, à l'UPEC notamment. Vous connaissez la lutte, vous connaissez la dureté. On va dire un mot à Jean-Luc, et peut-être s'il y a des gens qui viennent ici pour la première fois, que vous vous battez pour étudier dans des conditions dignes depuis des années de ça. Parce que dans les facs des quartiers populaires, vous êtes toujours en première ligne quand il y a des coupes budgétaires. Les gouvernements, pour le dire très clairement, investissent moins dans les facs des quartiers populaires et ils font passer un message comme si dans ce pays, il y avait des étudiants de seconde zone. Nous avons les chiffres sur ça. À l'UPEC, c'est 7 000 € d'argent public qui sont investis par an et par étudiant. Quant à la Sorbonne, c'est 11 000 €. C'est purement inacceptable. Au campus Pyramide, qui est juste en face, que j'ai visité plusieurs fois, il y a des salles de cours où il fait 8 degrés en hiver, 35 en été, où il y a des plafonds qui s'effondrent, où il y a des bureaux qui sont impraticables, où il y a des toilettes qui sont condamnées. C'est une situation qui est quotidienne, alors que la jeunesse a besoin d'un investissement massif. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de défis à relever. Nous devons, de manière générale, élever le niveau de qualification, notamment pour faire la grande bifurcation écologique dont on a besoin. Pour répondre à tous ces défis, on a besoin de vous, on a besoin d'une jeunesse formée de haut niveau. Malgré ces difficultés, évidemment, il y a une résistance. Il y a vous qui êtes là ce soir, donc il y a une jeunesse qui est mobilisée, qui résiste et qui est forte. Et puis, il y a aussi, je voulais en dire un mot et leur rendre hommage, parce que la dernière fois que je suis venue dans cet amphi, c'était pour ça. Il y a aussi des professeurs qui résistent, et notamment les professeurs de STAPS qui se sont mobilisés ici, à la dernière rentrée, en demandant quelque chose de très simple. À travail égal, salaire égal. Pour les étudiants, c'est la même chose. Pour chaque jeune, les mêmes moyens pour étudier dans de bonnes conditions. La galère des jeunes qui étudient à l'UPEC, à Pyramide en particulier, ce sont des choix politiques. Ce sont les choix politiques des gouvernements précédents, de Sarkozy, de Hollande, de Macron. Et si on se tait demain, dans ce pays, ce sera chaque fac qui sera insalubre, ce sera chaque service public qui sera indigne de la 5e puissance économique du monde. Et je veux le dire, même si ce n'est pas très réjouissant, ça risque d'empirer, en tout cas dans le temps Macron. Il prévoit 10 milliards de coupes budgétaires. Ça veut dire 10 milliards en moins pour payer les profs, ça veut dire 10 milliards en moins pour rénover les facs, pour tout un tas de choses. Je rappelle que dans le Val-de-Marne, il manque déjà 500 enseignants, rien que dans la situation actuelle. Et donc vous, le seul projet qu'ils ont, c'est que vous vous serriez la ceinture. Par contre, pour tout le reste, les 250 milliards d'aide aux entreprises, jamais question d'y toucher. Les 53 milliards de niches fiscales antisociales et anti-écologiques, jamais question d'y toucher. Macron, il a fait perdre 50 milliards d'euros par an à l'État français depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est la conséquence de ses choix politiques parce qu'il refuse de s'en prendre à ceux qui ont de l'argent, c'est-à-dire les très riches, les grands groupes et les multinationales. Nous, on fera autrement. Il y a plein d'argent, il suffit d'aller chercher dans les bonnes poches. Je vous donne un exemple de ça, un seul exemple. L'héritage maximal. Dans notre campagne avec Jean-Luc Mélenchon, on proposait de fixer cet héritage maximum à 12 millions d'euros. Ça paraît relativement raisonnable. L'héritage maximum, ça rapporte 7 milliards minimum. L'impôt sur la fortune, c'est 10 milliards. La taxe sur les hautes transactions immobilières, c'est 5 milliards. Donc il y a toute une liste que d'ailleurs les macronistes connaissent par cœur, puisque à chaque fois qu'on peut, on le propose par amendement et que eux, ils votent contre. Mais on insiste. Et pourquoi on insiste? Parce que parfois, ils cèdent. Je veux le dire, on a remporté des victoires. On a remporté cette année la constitutionnalisation de l'IVG. On a gagné aussi sur un plan idéologique pour des prix planchers pour les agriculteurs. Alors comme tout ce que les macronistes touchent, généralement ils le déforment et ça devient beaucoup moins bien, mais on a gagné. Et tout ce qu'on ne gagnera pas en insistant là,
on le gagnera un jour, les amis. On va accéder au pouvoir et on mettra en place tout ce qu'on a proposé dans notre programme. Leur seule idée, c'est toujours la même, c'est s'en prendre à ceux qui galèrent. Donc, y a des histoires de TVA, peut-être que Jean-Luc va en parler. Ils ont une autre bonne idée aussi, c'est toucher aux APL. Alors ça, vraiment, c'est une priorité. Et l'autre jour, j'étais en commission, on parlait des transports pendant les Jeux Olympiques, parce que ça va être une sacrée galère. Donc, ils ont mis le ticket à 4 €. Donc, si vous avez des potes qui ont envie de venir faire des stages à Paris, il va falloir leur expliquer que cet été, ça va être vraiment très compliqué. Et ils ont mis le ticket à 4 €. Déjà, ils estiment que vous n'avez plus besoin de vous loger cet été. Ils veulent vous virer des logements Crous. Ils estiment maintenant que vous n'avez plus non plus besoin de vous déplacer. Le ticket à 4 €. Et Madame Pécresse est arrivée avec une solution pour toute la jeunesse. Vous avez peut-être vu ça. Elle a dit « Ils sont jeunes, ils peuvent marcher, c'est bon pour la santé ». Donc je vous rappelle, chers amis, que le 9 juin, il y a une élection, qu'on vote, et que nous ferons l'allocation d'autonomie pour tous les étudiants, c'est-à-dire pas de jeunes en dessous du seuil de pauvreté. Il faut aller voter parce que sinon on n'aura plus que nos yeux pour pleurer à un moment donné. Et particulièrement, ça va être difficile pour tout le monde, ça va être particulièrement difficile pour 50% d'entre nous. Je veux dire un mot pour les étudiantes en particulier, et je suis contente de voir qu'il y a plein de femmes ce soir dans la salle. Il faut qu'on continue ensemble cette bataille pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Macron, c'est la grande cause, vous savez, l'égalité entre les femmes et les hommes, la grande cause du quinquennat. À chaque fois qu'il dit qu'il y a une grande cause, il y a une embrouille, donc vraiment, il faut se méfier. Macron, c'est l'attaque permanente aux droits des femmes, et aussi contre celles qui se battent en particulier. Et donc notre première tâche, une fois qu'on sera débarrassé des macronistes, c'est s'en prendre à ces politiques patriarcales absolument délétères. Je vous donne quelques chiffres. Le bilan de Macron, c'est que sur 10 personnes qui vont à l'aide alimentaire, il y a 10 femmes. Le bilan de Macron, c'est 40% de retraite en moins pour les femmes. C'est plus de 100 féminicides par an. C'est 170 viols ou tentatives de viol par jour. Et qu'est-ce qu'ils font pour changer cette situation inacceptable? Rien du tout. Pendant le budget, nous, on dépose des amendements, on reprend les arguments des associations féministes. Eux, qu'est-ce qu'ils font pendant le budget sur l'égalité entre les femmes et les hommes? 49.3, comme d'habitude. Alors, il faut reconnaître que quand même, ils ont agi. C'est-à-dire que là, ils nous ont sorti un décret, c'était le 21 février, un décret qui, parce que vous savez, c'est l'austérité généralisée dans tous les postes budgétaires, et particulièrement sur le budget égalité entre les femmes et les hommes, c'est 7 millions en moins, donc pour la grande cause. Mais parce qu'en fait, Macron a un projet pour les femmes, les jeunes femmes de ce pays, c'est le réarmement démographique. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Donc c'est Macron, viril chef de guerre en ce moment, qui nous dit que chacune des filles de ce pays doit absolument procréer. Alors, la démographie, c'est un vrai enjeu. Mais là, c'est vraiment la façon la plus inepte et la plus réactionnaire qui soit de pouvoir en parler. Et jamais, d'ailleurs, il ne demande pourquoi les gens font moins d'enfants. La première chose, c'est très simple. Pourquoi les gens font moins d'enfants? Et on va leur redire tant qu'il le faudra, c'est qu'on est en 2024 et qu'on a le droit de disposer de notre corps. Et donc, on a le droit de choisir si on a envie de faire des enfants ou pas. Après, il y a toutes les conditions sociales. Les femmes, c'est aujourd'hui encore 27% de moins de salaire que les hommes dans ce pays. Et sur les salaires, ils ne font rien. Sur le reste, ils font pire. C'est-à-dire que tout coûte trop cher. Le congé parental, ils veulent le raccourcir, payer les gens moins cher parce que c'est évidemment une dépense de trop. Ils ferment des maternités, c'est trop cher aussi. Et puis après, il y a une raison aussi philosophique quasiment que votre génération connaît mieux que personne. C'est aussi une forme de manque d'espoir en l'avenir, notamment du fait des inégalités sociales dans notre pays, du fait du changement climatique. Et je veux essayer de vous donner un message d'espoir, c'est que vous pouvez avoir confiance en des jours meilleurs. Les jours meilleurs résident en l'insoumission, et l'insoumission, c'est la liberté. Nous redirons autant qu'il le faudra nos corps, nos choix. Derrière ce slogan, il y a des femmes qui se sont battues
qui se sont battues depuis extrêmement longtemps. Je remonte la chaîne de l'histoire pour vous donner un exemple. C'était en 1869, à Lyon, les ovalistes qui étaient des femmes qui travaillaient dans la soie, dans des entrepôts humides, bruyants. Elles travaillaient 14 heures par jour pour 1,40 franc de l'heure. Elles étaient 2500 et en 1869, elles se sont mises en grève à 1800 pour 1 mois de grève. Elles demandaient 2 choses très simples. Elles demandaient, à être payées comme les hommes, c'était 2 francs par jour, et elles demandaient 1 heure de travail en moins. Elles ont réussi sur l'heure de travail en moins. La bataille pour l'égalité salariale, on le sait tous ici, il va falloir qu'on continue à la mener pour la gagner. Ensuite, je veux vous parler aussi du MLAC, qui sont ces femmes qui ont formé des comités pour la liberté de la contraception et de l'avortement. On a remporté une victoire sur l'avortement, mais en fait, avec la fermeture des centres IVG, avec les pénuries de médicaments, notamment, en fait, l'IVG, c'est encore toujours très fragile dans notre pays. Et donc, ce sera à nous de continuer cette bataille pour la gagner. Donc, je veux le dire, Macron se préoccupe du réarmement démographique. Pourquoi ? En fait, il nous a donné une explication. Il a dit, je le cite, « pour que la France reste la France ». Et vous sentez ce que ça sent, hein. Ça sent pas bon quand même. Ça sent un peu les fachos. Donc je cite Emmanuel Macron, président de la République, qui reprend très calmement un slogan de l'extrême droite. Il faut en dire un mot du climat du moment. L'extrême droite prend ses aises dans le pays. On le sent, nous, tout particulièrement, en tant qu'insoumis. Et il faut que vous ayez en tête qu'à l'Assemblée, ils sont bien coiffés, ils sont bien habillés, ils ont une cravate, ils se tiennent tout sages. Il faut qu'on n'oublie jamais que l'extrême droite est violente. Elle est violente dans ses actes et elle est violente dans ses votes. Je vous l'ai dit, sur les droits des femmes, à l'extrême droite, ils votent systématiquement contre les droits des femmes. Le groupe du RN déborde de réactionnaires qui ont comparé l'avortement à des génocides. Le groupe du RN et leur programme raciste, là aussi, ça dégouline des condamnations pénales de leurs élus pour incitation à la haine, pour discrimination, quand ce n'est pas pour violence avec armes. Et donc, ne nous y trompons pas. Vous qui travaillez pour payer vos études, il faut toujours que vous rappeliez autour de vous que les macronistes et le RN ont voté ensemble contre l'indexation des salaires, sur l'inflation, contre l'augmentation du SMIC et contre une allocation d'autonomie pour les étudiants. Il faut aussi que vous rappeliez, parce que vous payez vos courses, vous payez votre loyer, qu'ils ont voté contre le blocage des prix des produits de première nécessité et contre le gel des loyers. Aujourd'hui, l'extrême droite et les macronistes, ils parlent ensemble, ils disent la même chose, parce que les uns préparent le terrain des autres. Et soyons lucides sur cette situation. Le combat qu'on mène contre les macronistes et contre l'extrême droite, c'est le même combat. Ce qui se passe dans notre société, c'est l'extrême droitisation. C'est un processus qui concerne le système tout entier par ses élites politiques et médiatiques. Et nous avons donc fort à faire pour mener ce combat ensemble. Quand des jeunes de votre âge, qui s'appellent Nahel ou Wanis, se font tuer par la police, quand tous ces gens refusent d'entendre quand nous disons justice pour Nahel et justice pour Wanis, quand ils ne savent, eux, qu'arrêter, matraquer et embastiller, ou quand ils refusent d'abroger l'immonde loi Cazeneuve, je dis rapidement, mais il y a eu Hollande il n'y a pas longtemps ici, c'est aussi ça le bilan du Parti socialiste, c'est ça que la Macronie propose aux jeunes des quartiers populaires, c'est absolument inacceptable, il faut que vous vous mobilisiez le 9 juin. On a besoin de force. On a vraiment besoin de force. Sinon, le tableau, c'est les macronistes, l'extrême droite. Il y a nous, des occasions de voter, on n'en a pas tant que ça en Macronie. Nous, à l'Assemblée nationale, on le sait. Franchement, c'est difficile. Ils ont tout l'arsenal de la Ve République pour nous faire taire. Donc, des 49.3 à gogo. Il y a aussi une autre astuce, c'est gouverner par décret. Donc, par exemple, les 10 milliards d'austérité dont je vous ai parlé, pas une seule fois, on va voter là-dessus. On n'aura aucune occasion. Et même quand on vote,
L'autre jour, on parlait d'un sujet très important, c'était la sûreté nucléaire en commission. Donc c'est juste l'avenir du pays. Même quand on vote, ils truquent les votes, ils font des magouilles et ils faussent les résultats. Alors nous, du coup, on était quand même là, on était alertes et vigilants, donc on a dénoncé la magouille, mais on n'est que 75 députés. Vous, celles et ceux qui ont pu voter pour l'avenir en commun et pour Jean-Luc Mélenchon, vous êtes 8 millions. Si on ajoute à ça tous les gens qui n'avaient pas encore l'âge en 2022 pour aller voter, vous êtes extrêmement nombreux. Donc le 9 juin, votre voix, elle comptera autant que celle des riches et que celle des racistes. Il y a le 9 juin, je crois que je l'ai dit suffisamment, il y a une autre date à retenir, c'est le 3 mai. Il faut que vous en parliez tout autour de vous, c'est l'inscription sur les listes électorales. Donc tous, en sortant de la salle, vous regardez votre agenda, vous regardez si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales d'abord, vous regardez si vous votez ici à Créteil ou chez vos parents, et le 9 juin, vous allez voter, vous le dites partout autour de vous. Et on ne gâche pas son bulletin de vote. Je dis ça parce que je dis un mot des socialistes quand même. Les socialistes au Parlement européen, ils ont voté pour tous les accords de libre-échange. Monsieur Glucksmann refuse de dire qu'il y a un risque de génocide à Gaza. Monsieur Glucksmann a dit à la télévision l'autre jour qu'il n'avait pas de problème avec les mecs super riches. Voilà ce que c'est, le Parti socialiste. Nous, on a un problème avec les super riches. Tant que dans ce pays, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui dorment à la rue, il y a des gens qui n'en peuvent plus en fait. J'ai commencé par Trotsky, je finis par Robespierre. Parce que c'est beau, vous allez voir. Il a dit « Vous n'avez donc rien fait pour le bonheur public si toutes vos lois, si toutes vos institutions ne tendent pas à détruire cette trop grande inégalité des fortunes. » C'est ça qui nous anime et c'est ça qui doit vous animer pour aller voter le 9 juin. Quand vous êtes allé le faire en 2022, c'est nous que vous avez mis en tête. Il faut recommencer. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'être avec le 80e sur la liste de l'Union populaire pour les élections européennes. Et je laisse la parole à Jean-Luc Mélenchon.